tu cliques sur le bandeau et c'est bon. Ça va s'ouvrir ça. C'est ça qui fait du Larsen. C'est la FHF. Moi là j'ai les réseaux sociaux, j'ai abandonné parce que. Non mais on va relayer les vidéos, on verra comment on peut le faire. Vous installez C'est vous qui commencez, hein? C'est vous qui posez la première Ah bah oui, c'est sûr. l'intro et après. Alors je disais Emmanuel, du coup, je me mets là, j'appuie sur la barre espace quoi. Mais peut-être qu'on peut tous les décaler tous les trois, pour que ce soit moins loin, et que là, ça soit trop Ça va aller. la barre espace. Écoute, il va falloir. Hein. Vous voulez pas qu'on décale un Non, poil non, écoutez pas. Alors moi je me mets là. Très bien. mais bon, ça fait pas. Il faut que ce soit cohérent. Restez au milieu avec. C'est vous qui allez collaborer en première. Ok. Je vais juste couper. On va jongler Avec l'orange. C'est votre boulot anti-stress. Je sais pas, depuis que je l'ai prise ce matin, je l'ai pas quitté. Comme quoi, c'est que ça doit être efficace. Bah oui. Guillaume? On démarre tout de suite? Quand tu veux, je crois que Sortie c'est sèche. 35 quand tu sens, les gens t'attendent. Ah oui. Sinon, c'était pareil. Je mets pas une anti-sèche. J'ai prévu. D'accord. Je sais pas si on va commencer. Un prompteur. Bien. Ça aurait été bien quand même. On va démarrer. Voilà, Françoise. Là, c'est C'est bon, le micro? mieux qu'au concert de. Comment elle s'appelle la star du country, la petite jeune. Et ouais, c'est Taylor Swift. Bien, on vous propose de démarrer. Installez-vous, messieurs, dames. Voilà, le chute de Guadeloupe arrive, c'est parfait. On parlait Spazer il y a 2 minutes. Installez-vous, messieurs, dames. Bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je me présente, je suis Julien Marcel, je suis directeur du marché santé chez NJ Solutions, partenaire cette année du fonds FHF comme sponsor transition écologique. On vous propose d'aborder, dans la continuité de l'intervention précédente de messieurs Chouvel et monsieur Yvain, les retours d'expérience du CHU de Clermont-Ferrand et du GHT 85. Donc 85, c'est la Vendée pour les personnes qui ont quelques carences en géographie. Et ce sont des établissements de santé qui, justement, se sont servis de l'innovation au sens large, au sens à la fois organisationnel, technique, parfois contractuel, mais aussi technologique, pour réduire leur empreinte carbone, leur facture énergétique aussi, et puis embarquer, on va dire, les établissements qui constituent l'ensemble, en tout cas, de ces structures. Alors, avant de leur laisser la parole, je vais vous présenter nos 2 intervenants, que je remercie en tout cas d'avoir bien voulu accepter de témoigner pour enrichir en tout cas votre réflexion sur cette transition écologique des établissements de santé. Donc tout d'abord Emmanuelle Sabot, bonjour. Donc Emmanuelle Sabot est directrice adjointe chargée des travaux de l'environnement et de la sécurité au CHU de Clermont-Ferrand.
Elle a 25 ans de direction d'hôpital, à la fois dans différents établissements, Chalon-sur-Saône, Aix-en-Provence, comme DAF, comme directrice des achats, et donc comme directrice des travaux depuis 2020 au CHU de Clermont, avec un engagement à la fois personnel et professionnel et citoyen sur le sujet de la transition écologique, avec cette petite phrase que j'ai notée au moment de la préparation de cette table ronde, c'est que ce sujet devrait être une question de tous les jours, de chaque instant et de tous. Voilà, merci. Et Monsieur Tahar Ben Hassan, donc, bonjour et merci également d'avoir accepté, qui est directeur territorial des ressources matérielles et du patrimoine au CHD de Vendée pour le compte du GHT 85. Donc vous expliquerez juste après la structure. Ingénieur biomédical de formation, 25 ans également de différentes fonctions de direction à l'hôpital, également directeur d'hôpital depuis 1999, je crois. Et puis différentes expériences effectivement dans des établissements publics de l'Est, Châlons-en-Champagne, Saint-Dizier, en clinique au début de votre carrière. Et puis vous avez rejoint le CHD en 2018. Depuis, en tout cas, avec ces fonctions que j'ai énoncées. Et puis, côté engagement professionnel et personnel, en tout cas sur ce sujet, on notera que vous avez déjà rédigé une thèse en 99 sur la qualité environnementale et le développement durable, époque à laquelle le sujet n'était pas aussi prégnant dans le secteur de la santé. Et vous participez à de nombreux groupes de travail sur le sujet. Et puis, vous gardez évidemment votre esprit critique, en tout cas sur l'application des politiques publiques. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je vais tout de suite laisser la parole à Emmanuel Sabot pour nous dire succinctement, nous présenter en tout cas le CHU de Clermont-Ferrand. Et ensuite, je donnerai la parole à M. Ben Hassan pour la même chose, avant d'aborder les sujets sur les projets de transition énergétique. Madame Sabot ? Donc oui, bonjour à tous. Très rapidement, je plante le décor du CHU. Donc le CHU de Clermont-Ferrand, c'est 3 sites différents, avec des historiques et des conceptions bâtimentaires qui sont très très différentes les uns des autres. On a du pavillonnaire plus sur le site principal. On a un établissement, le deuxième site, qui a un monobloc assez récent puisqu'il date d'une douzaine d'années. Et puis on a un troisième site plutôt orienté prise en charge soins de suite et de réadaptation et personnes âgées qui a plus de 40 ans et qui nous pose de grosses difficultés de gestion du quotidien en termes de chaud, de froid, etc., etc. Donc voilà pour planter le décor. En termes de plateau technique, le CHU de Clermont, c'est pas mal d'équipements, 3 blocs opératoires distincts, de la cardiologie interventionnelle, de la radiologie interventionnelle, 6 scanners, 5 IRM, une pharmacie centrale qui dessert l'ensemble des sites et puis une stérilisation de territoire récente puisqu'elle est opérationnelle depuis 2021 et ça permet déjà de rebondir sur l'intervention tout à l'heure du CHU de Bordeaux. Si on n'a pas les équipements de base pour pouvoir avancer sur certaines problématiques, genre passer de l'usage unique au réutilisable, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que cette stérilisation, c'est un outil nouveau et très performant qui nous permet de répondre à un certain nombre de besoins internes au CHU, mais d'aller au-delà puisqu'on traite aussi les DM d'autres établissements publics et de certains établissements privés du territoire. Pour finir, bon, je ne vais peut-être pas détailler, mais vous voyez qu'on a beaucoup d'installations techniques, que ce soit sur le chaud, le froid, le secours électrique. On a à peu près 10 millions d'euros d'investissement courant annuel et un peu plus de 2 millions de dépenses de fonctionnement de ces équipements techniques, hors dépenses énergétiques, bien évidemment. Merci. Tahar Ben Hassan, si vous voulez nous dire quelques mots sur le GHT de Vendée. Bon, le GHT de Vendée est un groupement hospitalier de territoire qui a la particularité que, mis à part l'établissement psychiatrique qui est à part, les 8 autres entités juridiques sont dans une direction commune, dont certains établissements sont fusionnés entre eux. En tout, il y a 14 établissements hospitaliers et il y a une direction commune de l'ensemble de ces établissements hospitaliers, d'où une organisation territoriale de l'ensemble des fonctions support,
que ce soit la DRH, les finances, la DSN par le fait du GHT et la direction des ressources matérielles et du patrimoine. En termes d'établissement support, donc c'est l'établissement du CHD site de La Roche-sur-Yon. C'est l'établissement qui concentre l'ensemble des activités MCO avec le plus grand plateau technique du GHT où on va retrouver un bloc opératoire composé de 18 salles, un plateau technique interventionnel, imagerie interventionnelle et cardiologie de 5 salles, de la médecine nucléaire, de la radiothérapie, en fait toutes les spécialités qu'on peut trouver dans un établissement MCO avec une particularité, un secteur de recherche qui est très développé vu qu'on a 150 professionnels qui sont dédiés à la recherche clinique dans le cadre du GCS Hugo. En termes d'activité, l'ensemble des établissements de la direction commune couvrent toutes les activités, y compris la psychiatrie, vu que le CH de LVO a un secteur de psychiatrie. Voilà. Très bien, merci Monsieur Benhassane. Peut-être première question pour vous, Emmanuel, sur la manière dont le CHU de Clermont appréhende un petit peu cette transition énergétique, ce sujet, comment elle appréhende les objectifs du décret tertiaire et fait face à cette urgence climatique dont on parle au quotidien. D'abord, vous dire que la culture transition écologique est quelque chose d'ancré depuis de nombreuses années au sein de l'établissement, puisque les premiers travaux avec la constitution d'un groupe de réflexion à l'époque datent de 2013. Donc vous voyez, c'est quand même relativement ancien. Donc il y a une vraie acculturation de cette problématique au niveau notamment des équipes techniques dont j'assure la coordination. Et ce travail sur le décret tertiaire et sur la transition, j'ai envie de dire, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail du quotidien. Chaque fois qu'il y a un changement d'équipement, chaque fois qu'on installe de nouveaux matériels, il y a systématiquement ce questionnement, comment faire pour répondre aux obligations du décret tertiaire, ce qui nous a amené assez rapidement à travailler sur un plan de sobriété énergétique qui n'est pas forcément très révolutionnaire, mais qui comprend 45 actions différentes, soit des actions très emblématiques, par exemple revoir intégralement l'enveloppe bâtimentaire du site Louise Michel sur lequel on travaille à l'heure actuelle, le raccordement au réseau de chaleur urbain du site principal Gabriel Montpied, ou le projet que je présenterai tout à l'heure sur la thermofrigopompe du site Estin. Donc il y a de grands projets emblématiques et puis une multitude d'actions qui sont réalisées de façon ponctuelle ou vraiment sur du travail au long terme, que ce soit le relamping sur l'ensemble des sites, etc. etc. Je ne vais pas vous le détailler, ce serait trop long. Très bien, merci. Et M. Benhassane, sur le GHT de Vendée, ce plan ou cet engagement? L'engagement dans la transformation énergétique et en particulier le travail sur notre bilan carbone, on l'a traité en fait suite à un appel d'offres infructueux de 2019 où au niveau du GHT on a lancé un marché global dans lequel on avait fixé des objectifs, on avait fixé même des travaux à réaliser et qui malheureusement a été rendu infructueux parce que en fait on ne l'a pas co-construit. Et la décision a été prise de le relancer début 2020, mais dans une démarche de dialogue compétitif où c'est les partenaires qui, à chaque tour du dialogue compétitif, nous faisaient des propositions permettant d'aller atteindre l'objectif des décret tertiaire. En fait, le seul objectif qu'on a mis dans la deuxième consultation, accompagner les établissements à atteindre les objectifs du décret tertiaire. Voilà. Merci pour cette précision et donc l'utilisation du levier des marchés publics et du dialogue pour construire en tout cas cette politique ensemble. Je pense que le levier dialogue compétitif dans la démarche était très intéressant dans la co-construction des réponses qui ont été faites par les partenaires. Très bien. On y reviendra tout à l'heure. Madame Sabot, vous pouvez nous décrire rapidement donc, le projet pour lequel effectivement on est témoigné, les objectifs de la solution de récupération de la chaleur fatale mis en place sur le site d'Estin au CHU. Voilà. Donc, lors de la construction du site Estin, le choix de l'institution de l'époque a été de concéder à un partenaire privé le pôle utilité du site. Le pôle utilité, c'est le secours électrique, la production de chaud et la production de froid.
Assez rapidement, on a eu une difficulté sur la production de froid dans la mesure où le site a évolué, de nouveaux équipements ont été mis en fonctionnement et on avait des problématiques de production qui étaient insuffisantes dans la perspective notamment d'installation d'une nouvelle IRM sur le site. Donc voilà, donc c'est vrai que le point de départ, c'est celui-ci. On a travaillé avec Engie, qui est titulaire du BEH en partenariat. Différentes hypothèses ont été travaillées conjointement. Et puis, au cours de l'été 2021, Engie est revenu nous voir avec une nouvelle version du document en nous disant, bon, écoutez, on vous propose de travailler sur un projet de thermofrigopompe, donc avec l'installation d'un nouvel équipement et récupération de la chaleur fatale pour pouvoir produire notre propre chaleur sur ces éléments-là. Ça nous a semblé intéressant pour 3 raisons. Premièrement, on répondait à notre problématique de froid. Deuxièmement, ça nous permettait d'avoir un mix énergétique qui évoluait dans un sens qui nous semblait favorable. Et puis, dans le cadre du décret tertiaire, c'était aussi profitable puisque le projet a permis de réduire fortement les consommations de gaz naturel. Très bien, merci Emmanuel. Et de votre côté, avec le GHT de Vendée, Monsieur Benhassane, ce marché global de performance, oui. À quoi répondait-il? Le marché, il répondait aux besoins de l'ensemble des établissements sur une base commune qui est ce qu'on appelle le P1, P2, P3 habituellement, donc gestion des installations techniques CVC, mais aussi pour des besoins spécifiques pour certains établissements qui vont au-delà. Et dans le cadre de ce dialogue compétitif, l'objectif qui a été fixé, c'est l'atteinte des objectifs décret tertiaire. On a eu des offres par secteur parce qu'on a alourdi le département, enfin le GHT en 4 lots. On a abouti à un découpage P1, P2, P3, mais on a des P3 programmés et on a des P3 APE, Action de performance énergétique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le niveau d'investissement qu'il a l'établissement de plus de 25 millions d'investissements par an, ça a permis d'avoir des actions d'investissement qui ne pèsent pas sur la section d'investissement de l'établissement, mais des investissements dont le retour, déjà le portage, il est fait par le partenaire, ils sont payés sur la période du contrat, mais le retour sur investissement est dès la 3e année du contrat, c'est-à-dire les 2 premières années, on a tous les travaux d'APE qui sont réalisés et après il y a un bénéfice qui est fait au niveau des établissements. D'accord, très bien. Et peut-être, donc, Madame Salvo, de nouveau, vous laissez la parole. Donc maintenant, un petit peu sur les modalités technico-économiques, en tout cas, que vous avez mis en place sur ce projet de thermofrigopompe sur le CHU d'Estaing, enfin sur le CHU de Clermont, pardon, sur le site d'Estaing. En fait, comme je vous le disais, nous avons un bail amphithéotique avec la société Engie. Le projet a été présenté aux équipes techniques et on a en interne fait une analyse coût, avantages, inconvénients du projet qui était présenté. Ça nous a semblé très intéressant d'un point de vue technique, donc nous avons donné notre accord. Après, deuxième sujet, la partie financière. La plus importante. Bien évidemment. Donc 800 000 € de travaux à financer. Comme on vendait une contrainte forte budgétaire sur la section d'investissement. Donc le choix que nous avons fait, ça a été d'utiliser nous aussi l'enveloppe P3 prévue dans le cadre du BEH. Peut-être préciser pour toute la salle, puisque tout le monde n'est peut-être pas aussi familier avec ces P1, P2, P3. Mais P3, donc il s'agit bien en tout cas des travaux réalisés, en tout cas dans le cadre de ces utilités, en tout cas de ces fonctions. Donc on a utilisé à hauteur de 60% des 800 000 € de travaux ont été financés par cette enveloppe de renouvellement des équipements du pôle utilité et les 40% autres ont été financés via des C2E. Certificat d'économie d'énergie. Puisque l'opération pouvait bénéficier de ce type de financement. Donc ça veut dire concrètement que le CHU n'a pas déboursé d'argent supplémentaire pour la réalisation de l'opération, ce qui était tout à fait satisfaisant. Donc deuxième étape, le financement. Troisième étape, les relations contractuelles. Donc on a de façon conjointe avec les équipes Engie, on a travaillé sur un avenant au bail amphithéotique
pour arriver à quelque chose d'assez satisfaisant là, assez rapidement, en fait, en juillet 2021. Et on s'est lancé dans l'opération à ce moment-là, avec les délais d'appro qu'on connaissait à l'époque, hein, qui étaient très longs. Donc ça ne nous a pas aidé. Post-Covid. Mais c'est vrai que, par contre, voilà, c'était avant la crise énergétique qu'on a connue. Et on se félicite régulièrement d'avoir pris la décision d'y aller. Donc c'est un effet d'aubaine lié à votre Exactement. anticipation et au fait d'avoir en tout cas co-construit ce projet ensemble. Très bien. Et si je dois effectivement maintenant donner la parole à M. Benhassane, donc sur les modalités technico-économiques, vous nous avez déjà un petit peu expliqué comment vous êtes servi de manière très dynamique des marchés publics, de la fonction d'achat. Vous pouvez nous en dire plus ? Plus concrètement, par rapport à une démarche habituelle qu'on a, le fait qu'on ait des réponses avec des propositions d'investissement, on n'est pas que dans le P3 habituel, c'est-à-dire l'entretien, la réparation de l'existant, mais on est au-delà de la réparation de l'existant, des propositions pour accompagner un changement des équipements. Tout à l'heure, on a parlé de froid à Clermont-Ferrand, on avait le même sujet à La Roche-sur-Yon. Par exemple, si vous nous donnez un exemple concret. Voilà, on a eu une démultiplication des équipements techniques nécessitant le froid. Et on s'est retrouvé 2 ans avant la consolidation de ce marché-là, à tous les ans, ramener des groupes de froid en location du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Dans la proposition qui nous a été faite, il y avait la proposition d'installation de nouveaux groupes de froid, plus performants en termes de rendement, moins énergivores en termes d'électricité et qui sont devenus des groupes de froid principaux. Et nos anciennes centrales de production de froid sont devenues les secondaires qu'on ne déclenche qu'en période d'été. Donc on a eu une installation neuve de groupes de froid pour l'ensemble des besoins de l'établissement qui ont évolué. Et les installations existantes sont devenues des installations secondaires. Et ça, nous, je dirais, on ne l'aurait pas pensé si on avait écrit nous-mêmes l'expression de nos besoins. C'est grâce au partenariat, grâce au dialogue compétitif qu'on a eu ce type de proposition qui était intéressante pour l'établissement. Très bien. Et pareil, on a eu des C2E. Parce qu'effectivement, toutes les actions qui ont été proposées, c'était des actions qui étaient éligibles au C2E. Merci. Peut-être donc pour terminer ces 2 présentations, ces 2 projets, on va parler un peu résultats concrets. En fait, d'abord peut-être Emmanuel sur le CHU de Clermont, nous expliquer un petit peu comment, en termes de couverture, en termes de résultats et d'atteinte d'objectifs, vous avez à la fois été satisfaite des bénéfices, comment vous avez ajusté avec nos équipes et comment vous envisagez la suite. Alors, je vous disais, on a pris la décision été 2021. Après, délai d'appro oblige, le nouvel équipement a été opérationnel septembre 2022. Donc, juste au moment où on connaissait le pic de la crise énergétique. Donc, après, on a eu bien 6 mois de rodage pour vraiment adapter le nouveau fonctionnement avec un partenariat du quotidien entre les équipes Engie et le service d'exploitation du site pour vraiment arriver à avoir un fonctionnement qui réponde aux objectifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les objectifs sont atteints. On n'a pas plus de problème de production de froid alors que le nouvel IRM est installé et est en fonctionnement. Et en termes de coûts, ce qui n'était pas recherché initialement, mais ça nous permet quand même de réaliser des économies significatives sur les coûts d'énergie, puisqu'on a réduit fortement la facture du gaz, même si on a augmenté un peu la facture électrique, ce n'est pas dans les mêmes proportions. Donc globalement, le bilan de l'opération est tout à fait positif. Et puis ça a permis de poursuivre le partenariat des équipes avec les équipes Engie. Et globalement, je pense que c'est une belle réussite. Les équipes du CHU qui sont sur ce site-là, en tout cas, sont tout à fait satisfaites. Et ça s'est fait aussi de façon complètement indolore pour les services de soins qui se sont rendus compte de rien. Donc ça a bien fonctionné. Et ça, c'est le principal. C'est important, c'est le principal, effectivement, de pouvoir envoyer au cœur de métier et à l'activité principale. On reviendra peut-être en conclusion et puis avant peut-être les échanges sur l'importance du dialogue, en tout cas des
des échanges humains autour de ces questions techniques. Tahar, si je dois vous questionner de la même manière sur les résultats, sur un petit peu la manière dont les choses ont été réalisées, quels bénéfices ou quels... Il y a déjà un résultat vis-à-vis des services de soins, c'est que avant, je reprends l'exemple toujours des groupes de froid, avant ces deux installations complémentaires qui ont été faites sur le site, malgré le groupe en location, ça nous arrivait de délester ce qu'on appelle la partie centrale, là où il y a tous les locaux logistiques, le PC infirmier et autres du bâtiment de 11 étages, pour arriver à maintenir le froid pour les espaces techniques. Depuis que l'installation a été faite en 2021, en 2022, on n'a plus besoin de délester. Donc la totalité des 11 étages garde un mode de fonctionnement linéaire toute l'année, avec une température contrôlée toute l'année sur l'ensemble des locaux qui sont équipés. Donc là, c'est un intérêt pour les soignants et pour tout ce qui est équipement et dispositifs médicaux qui se trouvent dans ces locaux-là. Le deuxième bénéfice, il est financier. En fait, toutes les installations et les équipements d'APE qui ont été mis en place conduisent à une économie globale à coût de molécules équivalent de 186 000 € par an, ce qui n'est pas négligeable, compte tenu du fait que c'est un marché qui a été signé en juillet 2021 et que depuis le coût de la molécule il s'est envolé. J'ai pas fait le calcul pour faire la projection, la projection qu'il soit au plus près, mais c'est pour ça que je préfère dire à coût de molécules équivalent entre 2021 et aujourd'hui, c'est 186 000 € d'économie de dépenses pour un investissement de 1 million d'euros, dont un peu plus près de la moitié c'est 2 œufs. Donc en gros, on essaie un retour sur investissement qui n'est pas sur 8 ans, mais qui est plutôt sur 3 ans, moins de 3 ans. Très bien. Vous nous aviez parlé aussi pendant la présentation, donc au-delà des économies effectivement financières, la souplesse aussi qui est apportée à travers... C'est un contrat qui est souple parce qu'en fait, il y a un dialogue permanent avec le partenaire Engie. À chaque fois qu'on veut faire une action qui va impacter en fait les DGU, qui va impacter la consommation annuelle du bâtiment, il y a un dialogue qui s'installe avec notre partenaire pour déjà les informer, que ce soit une action qui va diminuer ou qui va augmenter, et en même temps ça permet à notre partenaire de nous proposer des actions d'amélioration du bâti dans le cadre du contrat, qu'on prend pas, mais en tout cas, on est au-delà du CVC, on va toucher aussi au bâti, ce qui permet de réduire notre facture énergétique et améliorer notre impact carbone. Et c'est l'avantage aussi du contrat que tout n'est pas figé à la signature et pendant les 8 ans. Et c'est sûr, des fois, des contrats de 8 ans, ça rend anxieux de dire pendant 8 ans on va s'engager, mais là on est dans un engagement en partenariat et avec des avenants, une évolution de ce contrat qui se fait ou en plus ou en moins, mais en toute souplesse. Un exemple concret, on travaille avec la collectivité depuis début 2023 sur un réseau de chaleur urbain, projet qui n'existait pas quand on a lancé notre consultation, et dès que la commune nous a sollicité parce qu'on est le plus grand consommateur de ce réseau de chaleur urbain, tout de suite on a intégré notre partenaire autour de la table avec la collectivité et les bureaux d'études pour qu'ils soient au courant et qu'on se projette ensemble vers une consommation de ce réseau de chaleur au lieu d'une production en propre par nos propres chaufferies. Ça va aller vite, c'est-à-dire à la moitié de la vie du contrat. Donc on aura une deuxième moitié de vie de contrat où c'est plus les mêmes services qui étaient prévus en termes de P2. Donc on réécrit l'histoire en la faisant. Et si on reste sur le sujet justement un petit peu de la production d'énergie, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots dans le marché global de performance que vous avez contracté avec nous et d'autres sur la partie électrique et ce qu'on appelle les PPA et les green PPA?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un marché qui embarque le P1, P2, P3, gaz et électricité. Le P1, en fait, c'est la fourniture d'énergie. Et l'intérêt qu'on a trouvé dans la réponse et dans l'offre qui a été faite par Engie, c'est de proposer une énergie 100% verte. Elle est composée d'énergie hydraulique et d'énergie photovoltaïque. L'intérêt de cette proposition qu'on a trouvée, qu'on a d'ailleurs mis en avant, c'est que ça nous permet d'avoir un électron décorrélé du gaz. Et par conséquent, il y a eu l'envolée des prix de l'électricité. Nous, on ne l'a pas suivi. Un exemple CHU de Lille, c'était 5 millions de surdépenses d'électricité. Nous, on n'a pas eu de surdépenses d'électricité parce qu'on était protégé par ce contrat où on a acheté notre électricité sur la durée des 8 ans, mais avec une formule d'actualisation qui est autre que la formule habituelle qu'on trouve sur les contrats de fourniture d'électricité habituels. Et on voit un écartement, on va dire, entre les deux courbes, je ne sais pas si vous l'aviez, entre les deux courbes de coûts, entre l'électricité Green PPA indexée sur des formules autres que le gaz et l'évolution du prix de l'électricité qui est indexée à la molécule gaz. Donc c'est ce qu'on observe là sur le graphique, c'est ce que Exactement. vous avez précisé. La ligne verte, c'est l'augmentation dans le temps du Green PPA. Et la ligne jaune, c'est l'augmentation de l'électricité habituelle qu'on achète et qui est indexée à la molécule gaz. Très bien, merci. En tout cas, merci à tous les deux pour ce témoignage. Je laisse peut-être la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions avant peut-être que nous concluions ces deux retours d'expérience, de projets très différents, entre guillemets, dans leur forme, dans leurs ambitions, enfin, identiques dans leurs ambitions, mais différentes? Bonjour, oui, dit Théobald. Donc j'ai deux questions. La première, je n'ai pas bien compris. Énergie Solutions a été titulaire du marché global, c'est ça, de performance énergétique. Donc ils ont remporté l'appel d'offres. Et la deuxième chose, c'est au niveau des data. Quand vous avez lancé votre appel d'offres, vous aviez déjà beaucoup de données sur vos niveaux de consommation, sur vos infrastructures, sur votre patrimoine immobilier? Oui, c'est vrai que au niveau du GHT, on avait 80% des établissements qui avaient de l'historique dans toute leur consommation, que ce soit consommation au niveau du CVC ou les consommations électriques process. Je dis 80% parce que 20% c'est des EHPAD et des hôpitaux de proximité. Ils avaient des relevés, mais plutôt des relevés faits par les services techniques. Donc il n'y avait pas de GTC et de GTB permettant de faire des extractions de relevés et de les remettre en annexe dans notre consultation. Et effectivement, grâce à ces datas, la construction de la réponse, en particulier pour la partie Green PPA, elle est importante parce que si on n'avait pas une visibilité sur nos consommations, on n'aurait pas pu, le partenaire Engie n'aurait pas pu dimensionner le niveau de Green PPA qu'il pouvait nous proposer. Et par le biais des consommations, effectivement, il était en capacité on va dire, de bloquer dans sa production qu'il a hydraulique et photovoltaïque nos besoins à hauteur de 100%. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, Emmanuel, moi je voulais revenir sur un point que vous avez mentionné, c'est ce dialogue entre les équipes du CHU, les équipes d'Engie Solutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et voilà, nous préciser un petit peu la manière dont on travaille bien entre un fournisseur et un établissement public de santé? C'est vrai que depuis que le pôle utilité est opérationnel, on a un dialogue permanent et quotidien entre les équipes d'Engie qui sont sur le site et qui sont dédiées au bon fonctionnement de ce pôle. Et puis les équipes aussi opérationnelles du CHU qui s'assurent de l'opérabilité des réseaux de distribution des différentes énergies. Et en parallèle, on a aussi une organisation avec un temps d'ingénieurs dédié au management des énergies, donc qui a une vision un peu plus macro sur les 3 sites,
et qui va investiguer la partie un peu plus technique. Donc on a à la fois les équipes pratiques, et puis après on a les interlocuteurs des équipes d'ingénierie d'Engie, qui est plutôt en centrale avec le responsable du génie thermique et le responsable du management des énergies. Donc voilà, donc il y a à la fois le quotidien et puis de façon mensuelle un point régulier entre plutôt les responsables d'équipe. Et puis en général, on se voit 2 à 3 fois par an pour faire un bilan de fonctionnement au niveau de la direction. Donc voilà, c'est quelque chose de très structuré, mais qui est très cohérent et qui fonctionne tout à fait de façon satisfaisante. Je ne sais pas si M. Benassan voulait conclure, enfin en tout cas un mot de conclusion, et pareil pour Mme Sabot, avant de laisser la place aux prochains intervenants. Pour conclure, ce que je peux dire, c'est que des contrats de partenariat qui s'inscrivent dans le temps doivent avoir leur méthodologie de vie. Et comme ce qui a été dit, on a des réunions hebdomadaires, mais qui est faite avec l'équipe qui est présente sur le terrain. On a un suivi trimestriel, mais qui est fait plutôt à l'échelon du bureau ou de la section départementale du côté de Engie, mais chez nous avec notre ingénieur thermicien et avec notre CME, conseiller en maîtrise d'énergie. Une fois par an, on fait une revue de contrat globale avec les projets que l'établissement va mettre en œuvre ou va mettre en place, que ce soit des équipements lourds qu'il va mettre en place pour anticiper les besoins en énergie, mais aussi par rapport à des travaux d'extension qu'on va mettre en place, parce que qui dit travaux d'extension dit équipement, et il va falloir anticiper l'intégration de ces équipements-là dans le cadre du contrat. Donc c'est un contrat évolutif tout au long de sa vie. Voilà. Oui, pour conclure, peut-être dire que les projets qui sont partagés, ce sont des projets qui réussissent. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la problématique de froid, on l'avait depuis déjà un certain nombre d'années. Il y a d'autres projets qui auparavant avaient été investigués. Le CHU n'avait pas été convaincu, donc on les avait laissés de compter. Donc pour que ça fonctionne, on est sur la base d'un vrai partenariat et d'un dialogue technique performant entre les différentes équipes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Merci à tous les deux. Je conclus également donc, en vous rappelant que vous pouvez trouver en tout cas toute la description de ces enjeux, en tout cas sur notre site internet, dans un dossier thématique consacré à la santé et la transition énergétique. Vous retrouverez également des précisions sur les projets qui ont été mis en place au GHT de Vendée et au CHU de Clermont-Ferrand. Et je remercie encore Emmanuel Sabot et Tahar Benassan, en tout cas, pour leur retour d'expérience. Merci à tous pour votre attention. Pas de problème.
question.